Comment rester le plus stable dans ce monde instable? Comment faire face à ces impossibilités d'agir en tant que citoyen pour ne pas tomber dans l'impuissance, la dépression, la violence dirigée contre soi? Les émotions négatives et les émotions positives, ça n'existe pas. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Rien que ça peut changer déjà notre perception des choses. Toutes les émotions, agréables ou désagréables, ont une utilité. Pendant 6 ans, mon carburant, ça a été la colère. Mais c'est une colère que j'ai transmutée de façon permanente en action. Quand on est face à ces machines à détruire l'initiative citoyenne qui est pacifiste, on les bloque, soit dans leur compte bancaire, soit dans leur action. J'ai le sentiment, au Canada, de la même façon qu'en France ou dans d'autres pays, certains dirigeants politiques sont des traîtres. Les élites politiques sont là avec un mandat dont la mission, c'est de détruire l'Europe. Et je dirais qu'à ce niveau-là, ils y réussissent très bien. Il y a une sorte de trahison qui se moque complètement du bien-être de la population et qui fait les affaires finalement de la haute finance internationale. Beaucoup de gens avaient espoir en Donald Trump qu'il allait nettoyer le marais, comme il l'avait dit lui-même. Finalement, il veut récupérer le Groenland, récupérer le Canada. J'ai souvent l'impression que les déclarations de Trump sont des effets d'annonce et en fonction de la réponse, on va adapter et on va savoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Une des choses qui fait le plus plaisir aux ingénieurs sociaux et à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, c'est quand nous ne sommes plus bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Mes beaux-fils me disaient « Je n'aime pas la manière dont on a trahi mon pays ». Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien Nexus. Aujourd'hui au micro, Jean-Jacques Crèvecoeur qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir dans nos studios. Et aujourd'hui, il nous fait encore une fois l'honneur de revenir. On va parler évidemment actualité internationale, mais aussi comment rester le plus stable dans ce monde instable. Comment œuvrer à l'autonomie des individus, parce que c'est bien de dénoncer. Il le fait d'ailleurs depuis plus de 30 ans à travers ses formations et ses œuvres. Il est auteur, formateur, conférencier. Mais aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de se recentrer et de retrouver une stabilité dans ce monde de plus en plus instable. Mais avant de débuter cet entretien, je vous invite à soutenir Nexus, le dernier média en kiosque, sans publicité, sans subvention et sans censure, bien évidemment. Le dernier numéro actuellement dans tous les bons points presse et sur nexus.fr. Et pour tous ceux qui veulent sortir des écrans et nous retrouver, toute l'équipe et les gens que vous adorez, pour 2 jours de festival. Le premier festival Nexus se déroulera les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy. Le lien de la billetterie est dans la description. Faites vite, les places sont limitées et elles partent très très vite. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Marc. Je suis content de te retrouver en vrai. En fait, je viens rarement en France, mais chaque fois que je viens maintenant, je pense que je vais prendre rendez-vous systématiquement avec Nexus parce que j'adore venir ici. Tu connais Nexus mieux que moi, parce que toi, tu es un lecteur de la première heure. Oui, tout à fait. Nous, on existe depuis 27 ans. Toi, t'as lu parmi les premiers numéros. Ça fait au moins 15 ans que je lis Nexus, effectivement. Voilà, depuis plus longtemps que moi, donc tu connais bien. Et puis, tu œuvres depuis plus de 35 ans. Tu me disais 37 ans. Ça fait 37 ans que je suis formateur et ça fera 40 ans au mois de novembre que je suis entrepreneur. Donc en fait, j'ai été tout au long de ma vie, j'ai été 3 mois salarié, sinon tout le reste de ma vie, j'étais entrepreneur et autosuffisant. Donc tu as l'habitude de ne pas être soumis à une autorité, ça c'est bien. Effectivement, mais ça a été le choix que j'ai fait effectivement dès le début de ma vie active, je dirais, en quittant l'université, il n'était pas question que je travaille pour un patron. Et tu essayes depuis toutes ces années à nous apprendre à ne pas nous soumettre à une quelconque autorité, en tout cas des autorités qui ne sont pas légitimes. Parce que une autorité légitime, c'est bien aussi d'y prêter attention. Il y a des autorités légitimes, mais depuis pas mal d'années, on voit que les autorités ne sont pas légitimes, qu'elles veulent nous imposer des obéissances qui ne sont pas questionnables, que la plupart des gens soit tombent dans le panneau, soit s'y soumettent par désespoir ou par dépit.
Et tu as à cœur de nous redonner cette autonomie qui fait que l'être humain est un être humain de réflexion, de pensée et d'indépendance et de liberté, une valeur si chère d'ailleurs qu'on retrouve dans liberté, égalité, fraternité. Bon, on a vu que c'était pas vraiment respecté. Toi, tu vis au Canada depuis pas mal de temps. On va prendre le prétexte de l'actualité internationale, aussi un petit peu ce qui se passe aux États-Unis et sur le continent américain, pour ensuite aller petit à petit sur comment nous-mêmes nous recentrer dans tout ça. Oui. Parce que il est bien de dénoncer, mais il est aussi bien de vivre sa vie sereinement et de pouvoir avoir un bon quotidien, une bonne vibration avec nos proches et de ne pas se laisser embarquer dans ce tourbillon d'angoisse, d'anxiété que les informations charrient tous les jours. Mais il faut quand même commencer par ce point de départ. Parce qu'on vit dans ce monde et ne pas voir ce qui se passe, c'est aussi un piège. Il y a beaucoup de gens, je vois et c'est là où je salue cette qualité que tu as, parce que tu apprends aux gens à mieux se développer dans la vie. Il y a beaucoup de gens dans le développement personnel qui font un peu abstraction du monde, de l'information, de la politique, en disant non, ça c'est trop anxiogène, ne vous mettez pas là-dedans, vivez votre vie dans votre bulle et vous serez plus heureux. Et je pense que c'est un autre piège. Et l'équilibre des deux est une voie, pour moi, qui est royale. Ce que tu fais, c'est-à-dire tu as été lanceur d'alerte très souvent, tu as dénoncé, tu as expliqué, tu as enquêté, et en même temps, à côté, tu as proposé aux gens des façons de vivre et de dépasser ces choses-là. Alors, pour commencer, moi, j'avais une question, puisque tu vas au Canada, forcément, tu es au plus proche des États-Unis. Les États-Unis ont rebattu les cartes de l'actualité internationale depuis la réélection de Donald Trump. Beaucoup de gens avaient espoir en Donald Trump qu'il allait remettre la paix dans le monde, ne pas recommencer des guerres, nettoyer le marais, comme il l'avait dit lui-même. Exact. On voit que, au contraire de cette Amérique qu'il voulait non interventionniste, finalement, il veut récupérer le Groenland, récupérer le Canada, récupérer le Venezuela. Bon, le Venezuela, il a réussi son coup. Il a kidnappé le président Maduro. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qu'il en est. Groenland, bon, il a lancé 2-3 alertes. Et le Canada aussi, avant de s'attaquer à l'Iran. Bon, déjà, en tant que Canadien, là-bas, comment est-ce que vous voyez les choses ? Comment les hommes politiques prennent cette affaire ? Est-ce qu'ils la prennent au sérieux ? Ou est-ce que c'est juste une façon, encore une fois, à la Donald Trump, de lancer des grandes phrases pour un peu distraire les gens des vrais sujets ? Alors, moi, j'ai vraiment l'impression, d'abord, je précise tout de suite que je ne suis ni un spécialiste de la géopolitique, ni un spécialiste de Trump. Je laisse ça à d'autres. Et je dois dire que ce qui m'intéresse à propos de Trump et à propos de ses déclarations, c'est de regarder surtout comment il a un impact et en fait, quel est le jeu qu'il joue à travers ses effets d'annonce. Parce que pour moi, en fait, j'ai souvent l'impression que les déclarations de Trump sont des effets d'annonce, un peu comme lorsqu'on utilise un sonar pour tester le sous-sol et on voit comment ça réagit, comment ça répond, et en fonction de la réponse, on va adapter et on va savoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Personnellement, je n'y ai jamais cru le fait que le Canada allait devenir le 51e État des États-Unis. Et un certain nombre d'hommes politiques au Canada, et encore moins au Québec, n'y ont prêté un véritable crédit. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qui est évident, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus invisible, c'est qu'on se rend compte que petit à petit, morceau par morceau, un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques, enfin surtout des hommes politiques, sont en train de brader le Canada aux États-Unis. C'est-à-dire ? À travers, par exemple, la production de bois. On a énormément de forêts. Le Canada, je le rappelle, est quand même le 2e plus grand pays du monde, juste après la Russie. Donc, on a, en termes de surface, le Canada est quand même extrêmement grand et nous avons une surface forestière qui est énorme.
Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de deals qui sont passés avec les États-Unis, dont l'intérêt ne retombe même pas sur l'économie directement des Canadiens. Ça profite uniquement à des intérêts privés, donc à des entreprises nationales ou transnationales qui bradent le bois de chauffage ou le bois de construction, etc. Même chose pour l'hydroélectricité. Nous avons d'immenses barrages dans le nord du Canada et en particulier au Québec. Il y a une société d'État qui s'appelle Hydro-Québec et qui nous fournit de l'électricité à profusion à un coût extrêmement bas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs au Québec, pratiquement toutes les maisons sont exclusivement et intégralement connectées à l'électricité. On s'éclaire à l'électricité, on se chauffe à l'électricité, on puise l'eau à l'électricité lorsqu'on a un puits à la campagne, etc. C'est-à-dire que tout dépend de l'électricité. Donc vous n'êtes pas soumis à l'augmentation des prix de l'électricité comme nous en Europe depuis quelque temps? Pour l'instant, non. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des deals aussi qui sont faits maintenant où de plus en plus d'énergie électrique est revendue directement aux États-Unis. Alors dans quel but? C'est quoi? C'est d'essayer d'éviter que Trump mette son plan en action. Bon, il ne va pas envers le Canada, mais il pourrait faire une guerre économique au Canada ou... J'ai le sentiment, mais là, je ne peux pas l'affirmer de façon certaine, mais j'ai le sentiment que au Canada, de la même façon qu'en France ou dans d'autres pays, certains hommes ou certains dirigeants politiques sont des traîtres à la nation. Ce sont des gens dont l'agenda n'est pas de veiller au bien du collectif, mais plutôt de provoquer l'effondrement d'une nation. On le voit très bien avec la France, où on voit de mieux en mieux que finalement les élites politiques qui sont en place, et Macron n'en est que un exemple parmi les autres, sont là avec un mandat qui leur a été donné par des structures transnationales ou par des banques privées, citons les Rothschild par exemple, la banque Rothschild, et dont la mission c'est de détruire l'Europe, la mission c'est de détruire la France, et je dirais qu'à ce niveau-là, ils y réussissent très bien. Donc il y a une sorte de trahison qui se moque complètement du bien-être de la population et qui fait les affaires finalement de la haute finance internationale. Et donc, c'est ce que je vois. Et donc, Trump ou pas Trump, il y a déjà tout un phénomène d'érosion. Et ça se passe aussi avec l'eau, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais 25% de l'eau potable du monde se trouve au Canada. 25%. Ouais. Or, les États-Unis sont des très gros consommateurs d'eau potable, ce qui fait que là aussi, l'eau est revendue aux États-Unis. Donc, qu'on parle du bois, qu'on parle de l'électricité, qu'on parle de l'eau, il y a toute une série de choses où on est en train de siphonner la richesse naturelle du Canada au profit des États-Unis. Et ça, à mon avis, ça n'a absolument rien à voir avec Trump. Alors, on parlait avant de débuter l'entretien de Mark Carney, oui. Nouveau Premier ministre canadien. Alors lui, proche de Bilderberg et du Forum économique mondial. Oui, donc ceux qui se sont réjouis du fait que Trudeau finalement a été poussé vers la porte de sortie ont été assez vite, ont désenchanté assez vite parce qu'on s'est rendu compte qu'on est tombé de Caribe en Scylla et que finalement Mark Carney est encore pire que Trudeau. Mais je dirais que aussi bien Trudeau que Carney sont des gens qui sont à la solde de la finance internationale, sont à la solde des réseaux de sociétés secrètes, des réseaux pédocriminels, et sont là pour continuer le travail de dépeçage des nations démocratiques. On a l'impression que tu parles de la France et de tant de pays finalement, oui. C'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Que pensent les Canadiens de tout ça ? De cette situation avec toutes ces annonces de Trump, ce siphonnage du Canada et des matières premières envers les grosses sociétés, de l'affaire Epstein, de ce qui se passe en Iran. Que pensent les Canadiens? Dans quel état d'esprit sont-ils? Comment les médias canadiens traitent ces affaires et comment l'opinion publique, on va dire, réagit à tout ça?
Alors évidemment, c'est difficile pour moi de dire ce que pensent les Canadiens, parce que déjà le Québec, c'est pas le Canada, donc on a déjà une spécificité. Le Québec, c'est 8,5 millions de personnes, dont 5,5 millions de francophones. Le Canada au complet, ça fait 37 millions de personnes, donc ça fait vraiment très peu de personnes, et c'est très étalé, puisque de l'Est en l'Ouest, je crois que ça fait 6500 kilomètres de large pour un pays. Donc je serais prétentieux de dire voici ce que pensent les Canadiens, parce que je pense que les gens de Vancouver ne pensent pas exactement de la même façon que les gens de l'Alberta ou les gens de l'Ontario ou du Québec ou du Nouveau-Brunswick. Hein. Donc il y a quand même 11 provinces au Canada. Mais si je me base, en fait, moi je peux répondre surtout au niveau du Québec. Au Québec, il y a une forme je dirais de désillusion ou je cherche le mot, mais il y a un défaitisme d'une certaine façon. Il y a une forme de soumission et de démission, de se dire bon ben voilà, hein, on a cru à toute une série de choses. Ça fait des dizaines d'années que le Québec a revendiqué son autonomie et de fois en fois l'aspiration à l'autonomie du Québec a reculé de plus en plus, et les gens maintenant sont désabusés. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Ils sont désabusés et ils sont rentrés dans un sentiment d'impuissance, de découragement, mais aussi de déception. Mes beaux-fils, qui sont canadiens tous les deux, mes filles étant belges au départ, mais canadiennes aussi d'adoption, mes beaux-fils me disaient je n'aime pas la manière dont on a trahi mon pays. Je n'aime pas ce qu'ils ont fait de mon pays. Et j'entends un de mes beaux-fils même dire si ça continue comme ça, je vais changer de province, j'irai peut-être en Alberta ou peut-être on quittera même le Canada. Ce qui est quand même assez significatif. Et beaucoup de Canadiens de la résistance ou beaucoup de Canadiens qui ont compris ce qui se passait sont déjà partis. Ont déjà quitté, ils sont partis au Mexique, il y en a beaucoup qui sont partis au Costa Rica, etc., parce qu'ils ne supportent plus l'ambiance au niveau du Canada. Il y a une ambiance là-bas d'emprise, de début de totalitarisme qui s'installe comme on peut le ressentir en France. Oui. Ah oui, absolument. Au niveau de contrôle des réseaux, contrôle d'Internet, l'identité numérique, tout ce qu'on voit en Europe là s'installer petit à petit. Vous avez la même chose là-bas ? Ah ben bien sûr. Et je rappelle que en février 2022, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le convoi de la liberté avec les camionneurs qui venaient de partout au Canada. Il y en a qui se sont tapés plusieurs milliers de kilomètres pour venir occuper la capitale qui est Ottawa. Et la capitale se trouve du côté est du Canada, un petit peu en dessous de Montréal, à 2 heures de Montréal au niveau de la route. Et tu as vu comment ils ont été traités. La population canadienne avait massivement soutenu les camionneurs. Ils avaient reçu en quelques jours 2 millions de dollars de dons pour justement tenir le siège, parce qu'évidemment, c'était en plein hiver, donc il faisait moins 25, moins 30, moins 35, donc les camionneurs qui étaient dans leur camion devaient faire tourner le moteur quasiment jour et nuit pour pouvoir se réchauffer. Donc, ça voulait dire beaucoup de carburant à acheter, et la population canadienne avait massivement soutenu. Eh bien, sur l'ordre de la vice-première ministre du Canada, qui était Chrystia Freeland, qui était membre du comité de direction du Forum économique mondial, les deux plateformes de sociofinancement, comme on l'appelle au Québec, donc de crowdfunding en anglais, les deux plateformes ont reçu l'ordre de rembourser tous les donateurs, c'est-à-dire que les 2 millions de dollars ont été remboursés aux Canadiens qui avaient fait des dons, et en plus, les comptes bancaires des leaders de l'opposition, c'est-à-dire les leaders de ce convoi des camionneurs, ont été gelés. Ouais. Alors, gelés, c'est pas fermé, c'est tu gardes ton argent sur le compte, mais tu ne peux plus l'utiliser. C'est pire que fermé, parce que fermé encore, il est transféré ailleurs. Voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Parce que mes comptes bancaires ont été fermés en Belgique, mes comptes professionnels et mes comptes privés ont été fermés en Belgique par la BNP Paribas. Quand ça ?
en 2022 aussi, tous mes comptes, mais j'ai eu 60 jours pour transférer l'argent sur d'autres comptes bancaires. Bon. C'est chiant, mais ça laisse une possibilité. Voilà. Bon. Mais gelé, ça veut dire que tu peux continuer à recevoir de l'argent de tes clients, mais tu ne peux plus payer tes factures, tu ne peux plus payer ton personnel, tu ne peux plus payer ton loyer, tu ne peux plus rien faire. Et pourquoi tu avais été bloqué, toi, en Belgique, sommé de partir de la BNP? Si quelqu'un pouvait me l'expliquer, ce serait bien. Ça devait être lié à tes positions. Beaucoup de gens de la résistance dans différents pays qui ont vécu exactement la même chose que moi. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on te ferme ton compte bancaire et quand tu téléphones à ton gestionnaire de compte, parce que j'avais un gestionnaire de compte, il te dit « Écoutez, je n'en sais rien ». Et j'étais remonté jusqu'à la direction régionale de la BNP Paribas en Belgique et aucune réponse. Et quand j'ai essayé de rouvrir un compte bancaire en Belgique, la plupart des banques m'ont répondu, m'ont dit d'abord oui, et puis 24 heures plus tard me disaient « Écoutez, vos valeurs ne correspondent pas aux valeurs de la banque ». Mais je leur demandais « Mais de quelle valeur parlons-nous là ?» Parce que là, on parle d'une institution financière. Moi, simplement, j'ai une entreprise qui donne des formations et des conférences. De quelle valeur parlez-vous? Là, zéro réponse. Zéro réponse. Donc, il est clair que nous sommes aussi dans un état dictatorial, et même pire que dictatorial, on est dans un régime totalitaire où, finalement, la seule fois où le gouvernement fédéral a tremblé face à ce convoi des camionneurs, eh bien, les mesures qui ont été prises étaient même des mesures totalement illégales parce que Justin Trudeau a fait intervenir la police alors que normalement, pour déclarer l'état d'urgence, il aurait dû passer par le Parlement, avoir l'autorisation du Parlement pour pouvoir envoyer les forces de l'ordre qui fonctionnait en bonne intelligence avec les camionneurs. Donc, en fait, il y avait une collaboration permanente et les camionneurs avaient fait en sorte que la ville ne soit pas bloquée, ne soit pas congestionnée, etc. Donc, en fait, il y avait vraiment toute une coopération pacifique entre les camionneurs et les forces de police. Et Trudeau a outrepassé la procédure légale pour instaurer un état d'urgence pendant 3 jours, le temps de dégager tous les camionneurs et puis de lever l'état d'urgence avant que les avocats ne puissent poursuivre Trudeau. Et Trudeau n'a jamais été poursuivi par cet acte totalement anticonstitutionnel et illégal qu'il avait posé. Mais c'est ça la réalité du Canada aujourd'hui. Et finalement, c'est une réalité qui est un peu partout en Occident. Et d'ailleurs, il y avait eu un mouvement en France qui s'était inspiré de ce mouvement du convoi des libertés et qui avait été stoppé net dans la violence par les forces de l'ordre parce qu'ils arrivaient sur Paris et la répression avait été féroce. Donc ce mouvement avait fait peur au pouvoir français et canadien. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est comment faire parce que toi-même, tu as été face à ces blocages. Donc, on te ferme ton compte en Belgique. Tu as eu beaucoup d'obstacles dans ton parcours, on va dire, de militant, de conférencier, de formateur, de lanceur d'alerte, juste d'homme de parole sur les réseaux qui va à l'encontre des narratifs. On voit ces personnes qui essayent de défendre la liberté dans ces convois de la liberté et qui se prennent de plein fouet les pouvoirs. Comment faire face à ces impossibilités d'agir en tant que citoyen pour ne pas tomber dans l'impuissance, la dépression, la violence dirigée contre soi ou l'indifférence la plus totale et comment ne pas vraiment finalement perdre cette capacité qu'on a en tant que citoyen de défendre nos valeurs. Quand on est face à ces machines à détruire l'initiative citoyenne qui est pacifiste, quand on est face à ces informations qui sont sidérantes, on a parlé d'Epstein, on voit l'Iran, les gens maintenant de plus en plus sont à 2 doigts d'avoir peur d'une 3e guerre mondiale nucléaire sur le sol européen. On voit toutes ces dérives des pouvoirs et on se sent impuissant. Et quand, bien même parfois, les citoyens se mettent en mouvement, on les bloque, soit dans leur compte bancaire, soit dans leur action,
avec, on va dire, un peu de violence ou beaucoup de violence. Donc, comment faire en tant que citoyen? Qu'est-ce que tu peux, toi, à travers tout ce que tu transmets dans tes formations, nous enseigner, nous partager pour ne pas faire l'autruche? Parce que ça, ce serait, selon moi, une erreur de se dire « je m'en fous de ce qui se passe dans le monde, ça y est, à partir de maintenant, je me concentre sur moi et advienne que pourra pour les autres ». Mais en même temps, ne pas être totalement impacté et en permanence dans un sentiment d'angoisse parce qu'on voit que les choses s'accélèrent dans un sens assez négatif. Alors, c'est une énorme question ce que tu poses je vais devoir développer un certain nombre d'éléments, mais continue à me poser les questions et à me demander des précisions. Mais j'aurais envie de faire quelques remarques préliminaires, je dirais, par rapport à ton questionnement. Le premier, c'est que c'est vraiment très drôle l'intuition que j'avais eue parce que en 2019, j'avais demandé à une de mes collaboratrices de me faire le résumé d'un livre qui s'intitulait, alors je me souviens plus du titre exact du livre, mais c'était quelque chose du style « Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, sans défense et sans argent » ou quelque chose comme ça, écrit par un certain monsieur Popovitch, qui a été au cœur d'un certain nombre de révolutions dans les pays de l'Est de l'Europe. Alors, l'auteur, j'en suis sûr. Le titre, je n'en suis plus tout à fait sûr, mais l'idée, c'est ça. Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, sans ressources et sans pouvoir, quoi. Ce qu'on est un peu tous, finalement, voilà, en tant que citoyen. Et ce qui était intéressant vraiment dans ce livre, et c'est très drôle parce que j'avais demandé à une de mes collaboratrices de me faire le résumé parce que j'ai parfois pas le temps de lire tous les livres dont j'ai besoin. Et donc, elle, son mandat, c'est ça. Elle lit, elle me fait des résumés et puis elle me dit, lis entièrement tel passage, mais le reste, tu vas perdre ton temps parce que tu sais déjà. Donc, c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Et j'avais demandé ça en 2019, c'est-à-dire avant la crise. Oui. Mais je pressentais que quelque chose de grave allait arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais aussi lancé en juillet 2019 une série qui était les Conversations du lundi, consacrée au conditionnement et au déconditionnement. Parce que je pressentais que il allait y avoir de la manipulation dans l'air. Mais je ne savais pas quoi. Bon, je l'ai compris évidemment quand j'ai vu les choses arriver en janvier-février 2020. Et dans ce livre, ils font référence à un certain nombre d'études qui sont très intéressantes, qui montrent l'efficacité des révolutions. Et l'efficacité des révolutions par rapport à un régime dictatorial, c'est que plus les révolutions sont violentes, moins elles sont efficaces. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que on se rend compte de plusieurs éléments et de plusieurs facteurs. D'abord, quand une révolution est violente, il va y avoir beaucoup moins de personnes qui vont adhérer au mouvement. Parce que beaucoup de personnes vont avoir peur simplement d'être blessées ou de mourir. Donc ça, c'est la première chose, c'est que quand un groupe de leaders dit ouais, on va aller prendre l'Élysée ou on va aller prendre le Parlement à Ottawa, etc., et on va le faire de façon violente, il y a déjà toute une série de citoyens qui dit ce sera sans moi. Évidemment. Bon. Alors que quand on va faire des mouvements non violents, eh bien, même un père de famille, une mère de famille pourrait venir avec ses enfants, etc., et participer au mouvement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que, et ça, ce sont des études qui ont été faites, et c'est une étude qui a été faite par 2 Américains sur toutes les révolutions qui avaient eu lieu depuis 1890 jusqu'en 2010. Très intéressant parce que donc ils ont passé en revue toutes les révolutions et tous les coups d'État, etc., dans tous les pays du monde sur 120 ans. Et ils se sont rendus compte que, deuxième chose, lorsque les révolutions sont violentes, le nouveau pouvoir qui se met en place, très souvent, est pire que le pouvoir qu'ils viennent de remplacer. Et très souvent, dans les 3 à 5 ans qui suivent,
le régime qui a été mis en place à la faveur d'une révolution violente devient plus violente vis-à-vis de la population que le régime qui a été déstabilisé. Ça, c'est la deuxième chose. Très intéressant aussi, ce qui plaide évidemment pour une révolution de nouveau non violente. Troisième chose, c'est que dans une révolution non violente ou dans un mouvement de contestation non violent, il va y avoir beaucoup plus de chances, effectivement, qu'un régime authentiquement démocratique et égalitaire se mette en place dans les 3 à 5 ans qui suivent. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi l'observation inverse, c'est que lorsque les choses se font sans violence ou avec un très très peu de violence, eh bien, il va y avoir une construction d'une structure et d'un système relationnel au sein de la population qui fait que le bien commun va être mis au cœur de la reconstruction du pays. Et ça, je trouve ça déjà intéressant parce que, pour revenir à ta question, ce serait beaucoup de gens aujourd'hui rêvent de faire la révolution. J'ai encore entendu vendredi à la fête de géopolitique où tu étais, où j'étais aussi, quand j'entends quelqu'un dire moi je rêve qu'on fasse une élection en primaire au sein de la résistance et qu'on élise la personne choisie par la résistance pour nous représenter dans un parti politique, je dis mais c'est complètement naïf de croire que nous allons pouvoir prendre le pouvoir avec les mêmes mécanismes démocratiques, enfin ou pseudo-démocratiques que nous avons actuellement. Si Étienne Chouard pouvait commenter ça, il dirait évidemment que l'élection ne peut pas être le corollaire de la démocratie. Exactement. C'est souvent le contraire. C'est une délégation de notre pouvoir. Et alors, il y a ce genre de position, mais il y a aussi énormément de personnes qui disent il faut mettre tous ces pourris à la porte, il faut tous les dézinguer, qu'on les pende tous, etc., etc. Bon. Et c'est vrai que nous subissons, nous, en tant que peuple, tellement de violence qu'on aurait envie de réagir avec c'est vrai que il est normal que les gens puissent avoir la possibilité d'exprimer quelque part cette violence institutionnelle, politique, médiatique, sociale, qu'ils subissent en permanence depuis des décennies. C'est ça. Comment faire pour que cette violence s'extériorise de manière saine ? Oui. Et quand bien même on y arriverait et qu'on pourrait avoir un mouvement pacifiste, on l'a vu avec les Gilets jaunes, les pouvoirs en place s'occupent de les exacerber et d'apporter la violence nécessaire pour casser les mouvements. Oui. Les gens éborgnés, avec les mains coupées, etc., voilà. Avec les grenades. Et il faut quand même repréciser pour ceux qui n'auraient pas encore compris que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement éminemment pacifiste au départ et qu'ils ont été infiltrés par des gens je dirais, engagés par la police, ce qu'on appelle les Black Blocs, qui sont venus casser des vitrines, qui sont venus incendier des voitures, des poubelles, etc., pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes et pour légitimer le fait qu'on les canarde, qu'on les blesse, qu'on les éborgne, etc. C'est que les pouvoirs maîtrisent le terrain. C'est ça. Comment faire ? Alors, c'est justement là où il faut se déplacer, mettre une logique ailleurs. Donc, il faut se déplacer de terrain pour justement ne pas tomber dans ce genre de piège. Et alors, quand tu demandes comment faire pour que cette violence puisse quand même s'exprimer, parce qu'effectivement, lorsque nous subissons quelque chose, c'est quelque chose de très systémique. Si j'encaisse beaucoup de choses, à un moment donné, il va falloir que je l'évacue parce que sinon, je vais me sentir complètement envahi par cette violence et je ne sais plus quoi en faire. Alors, c'est là où je fais une nuance en tant que formateur. Je dis, la violence que je subis, elle va générer chez moi d'abord de la colère. Pas de la violence. Elle génère de la colère. Mais cette colère, notre éducation nous a appris à la transformer très vite en contre-violence. Alors qu'en fait, la colère, en soi, n'a rien de destructeur. Et cette colère peut être mise à profit pour faire autre chose.
dans la hiérarchie énergétique des émotions, je dirais que la colère est l'émotion désagréable la plus intense. Donc il y a l'enthousiasme et la joie, qui est évidemment l'énergie émotionnelle la plus intense, mais qui est agréable. Mais juste en dessous, on a la colère, puis on a la tristesse, on a la peur, etc., qui ont des énergies moins fortes. Donc ce qui veut dire que la colère est l'émotion la plus énergétique. Et ce qui est génial quand on a ça, et je pourrais te donner plusieurs exemples, c'est que cette énergie, on peut se dire, OK, comment est-ce que je vais transformer cette colère? Comment est-ce que je vais transmuter cette colère en autre chose? Pour pas la rediriger vers soi-même ou vers les autres. Parce qu'on voit aussi que, généralement, quand les gens constatent qu'ils ne peuvent pas rediriger cette colère vers le pouvoir, qui les soumet à cette violence, ils la redirigent finalement de manière horizontale autour d'eux, et on se divise, et les gens se disputent, et les gens n'arrivent pas à tomber d'accord, et finalement, on s'éloigne encore plus de l'objectif commun qui est de se réunir pour faire tomber le pouvoir. C'est ça, exactement. Et c'est là où une des choses que j'ai faites, et ça a été mon carburant pendant les 6 ans où j'ai été lanceur d'alerte. Maintenant, je précise que je ne suis plus lanceur d'alerte, je redeviens formateur parce que c'est ma vocation et c'est là où je suis, à mon avis, le plus utile. Mais pendant 6 ans, mon carburant, ça a été la colère. Mais c'est une colère que j'ai transmutée de façon permanente en action. Parce que j'ai besoin d'énergie pour agir. Mais cette énergie, je vais la chercher dans ma colère, tout simplement. Et je peux utiliser l'énergie de colère pour construire quelque chose. Et j'ai déjà vécu, bien avant la crise Covid, à plusieurs reprises, des situations où toutes mes affaires stagnaient à un moment donné au niveau de mon entreprise commerciale. Et un jour, je suis rentré en colère dans mon studio et en disant « Mais c'est pas possible que mon entreprise va péricliter comme ça et va se casser la figure. On n'a pratiquement plus d'argent pour payer les salaires. Dans un mois, on n'aura plus d'argent. » Et j'ai vraiment tapé sur la table. Je suis rentré dans mon studio, j'ai allumé la caméra et j'ai enregistré une première vidéo pour mettre en place une action commerciale où 1 mois plus tard, je vendais un nouveau programme de formation. Mais là, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres où j'ai utilisé l'énergie de colère pour me mettre en mouvement. D'ailleurs, je rappelle que émotion, c'est ex movere en latin, ça veut dire bouger hors d'eux. Les émotions sont faites pour bouger hors d'eux, mais pour nous mettre en mouvement aussi. Et en fait, ce que je vois, c'est que parmi les gens qui ont vécu, comme nous tous, la crise du Covid, parmi les gens qui ont le mieux vécu les choses, ce sont des gens qui se sont mis en action. C'est vrai. Alors, ça peut être des gens qui ont fait des jardins communautaires, tout simplement. Donc, on peut dire, ouais, mais c'est très éloigné, c'est pas ça qui va faire tomber l'Élysée. Oui, mais c'est pas ça le but non plus. De toute façon, ça, ce n'est pas sous notre contrôle, de toute façon, de faire tomber l'Élysée. Mais par contre, faire un jardin communautaire pour développer plus de résilience au niveau local, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et l'énergie de colère, si je la mets dans le fait d'organiser un jardin avec mes voisins ou avec les gens de mon village, ça peut être intéressant. De faire une coopérative locale d'achat d'aliments et de biens précieux, etc. Ça peut être aussi quelque chose. Ça peut être aussi de dire je fais un petit journal local qui va informer les... Oui, ne serait-ce que l'info. C'est vrai que ce qu'on a fait pendant cette période, et moi le premier, de pouvoir faire de l'info, même si ça faisait pas tomber plus le pouvoir que ça, ça nous mettait en mouvement. C'est ça, c'est exactement ça. Et le piège serait de confondre, et ça c'est aussi une des choses que j'enseigne dans mes formations, donc là c'est gratuit aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, c'est que je fais la distinction entre un objectif et un but. Un but, c'est le résultat que je veux atteindre. Par exemple, mon but, c'est de faire tomber Macron. D'accord. Ou mon but, c'est de faire tomber Trudeau. Mais quand tu y réfléchis, un but, ce n'est pas 100% sous mon contrôle, c'est quasiment 0% sous mon contrôle. Ça, c'est le résultat auquel j'espère arriver. Par contre, un objectif, ce sont les actes que je vais poser, ce sont les comportements que je vais mettre en place, qui, eux, sont 100% sous mon contrôle, qui pourraient favoriser, à un moment donné, un changement de pouvoir.
Et si je ne fais plus que me focaliser sur ce qui est 100% sous mon contrôle, il n'y a plus de déception possible. Oui. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils se donnent des buts dont la réalisation ne dépend pas d'eux. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc, moi, ce que je recommande toujours à tout le monde, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des pères et des mères de famille, que ce soit n'importe qui, je leur dis toujours, revenez à des objectifs. Revenez à des choses qui sont 100% sous votre contrôle. Hein, l'exemple classique que je donne pour faire comprendre ça, je dis, si votre but, c'est d'obtenir une augmentation de votre patron, ça, c'est un but. C'est pas 100% sous votre contrôle. Ça ne dépend pas de vous. Mais quels sont les objectifs 100% sous votre contrôle que vous pouvez mettre en place pour augmenter la probabilité d'obtenir une augmentation? Tu vois la différence? Bien sûr, ouais. Et donc, mon objectif, ça pourrait être 1, de demander un rendez-vous avec mon patron. 2, ce serait de préparer l'entrevue avec mon patron. Éventuellement, de mettre un état de mes prestations des 3 dernières années par écrit. C'est de présenter cet état de prestation à mon patron. Tout ça, c'est 100% sous mon contrôle. Au lieu d'être dans l'attente passive de quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, c'est de se donner les moyens d'obtenir cela, mais en faisant des actions qu'on peut faire. Oui, et la cerise sur le gâteau, c'est que si je demande une entrevue à mon patron, qu'il dise oui ou non, j'ai atteint mon objectif. Puisque mon objectif, c'était de demander. Oui. C'était pas de l'offre. Il y a déjà des satisfactions. Mais avant le but atteint. C'est exactement ça. Vrai. C'est qu'à ce moment-là, on est dans la satisfaction de dire « Ok, check. Hein, mon premier objectif, c'était de demander. J'ai demandé. Bon, il se fait que j'ai obtenu. Ok, très bien, mais que j'ai obtenu ou pas, mon objectif est atteint. Est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai préparé la réunion? Oui. Check. Donc, je suis fier de moi. Je viens de préparer la réunion. Est-ce que j'ai présenté à mon patron ce que j'avais préparé par écrit? Oui, je l'ai fait. Donc, mon objectif est atteint. Maintenant, le but, ça ne dépend pas de moi. Mais en tout cas, si j'ai mis en place toute une série d'objectifs, j'augmente la probabilité d'obtenir le but que je m'étais fixé. Et je crois qu'au niveau collectif, nous devons apprendre à faire exactement la même chose. C'est-à-dire dire quels sont les objectifs que nous pouvons mettre en œuvre individuellement et collectivement qui ne dépendent que de nous et qui pourraient augmenter la probabilité de sortir de l'état totalitaire dans lequel... Alors, par exemple, voilà, si on prend un cas concret, on se dit, bon, notre but, c'est quoi collectivement, que ce soit au Canada ou en France, j'imagine, on a le même. Notre but, c'est de vivre librement dans ce qu'on pourrait appeler une vraie démocratie. D'ailleurs, avec Étienne Chouard, tous les mercredis, on fait des ateliers constituants pour essayer de penser ce nouveau monde. Donc voilà, notre but, c'est de dire, bon, on veut vivre dans un monde démocratique où le citoyen a du pouvoir, où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Absolument. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, selon toi? Bon, alors, c'est vrai, il y a ces ateliers constituants. On se dit, bon, on peut faire des ateliers constituants. Peut-être que des gens, ça les ennuie, mais est-ce que tu as d'autres idées de ce qu'on pourrait mettre en œuvre individuellement ou en groupe comme petits ou grands objectifs pour nous permettre d'augmenter nos chances de sortir de ces totalitarismes-là? J'ai plein d'idées. Non, mais parce qu'en fait, moi, depuis 2020, j'ai été obsédé par cette question. Parce que c'est bien de dénoncer et d'avertir. Et d'ailleurs, j'ai eu des dizaines de milliers de personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont remercié directement en me disant « Vous m'avez sauvé la vie. Si je ne vous avais pas entendu en 2020, à l'époque où il y avait très peu de lanceurs d'alerte à ce moment-là, je serais devenu fou. » Il y a des Québécois qui m'ont dit lors des manifestations en 2020 à Montréal, à Québec, etc. Si je ne vous avais pas entendu, on m'aurait retrouvé pendu dans le cadre d'une porte. J'ai entendu beaucoup ça aussi, vis-à-vis d'autres médias comme Nexus et d'autres, de gens qui remerciaient pour cette travail de dénonciation. Donc dénoncer peut aussi donner de l'espoir. Mais oui. Parce que ça nous redonne la capacité de croire en l'humanité en se disant « je ne suis pas seul ». Oui. Il y a quelqu'un qui me comprend, qui m'explique les choses et je peux dépasser cette confusion ambiante. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, informer quelqu'un, c'est 100% sous mon contrôle.
Oui. Il n'y a personne qui peut m'empêcher. Tu vois, c'est toujours cette question de est-ce que c'est 100% sous mon contrôle? Est-ce que ça ne dépend que de moi ou pas? Eh bien, là, je suis en train de te parler, tu es en train de m'interviewer, c'est 100% sous notre contrôle. Et la personne qui nous écoute, c'est 100% sous notre contrôle de nous écouter. C'est pour ça d'ailleurs que le pouvoir veut censurer. Alors encore que, j'allais te demander si au Canada, ils ont ce projet aussi de censurer les réseaux. Bien sûr. Donc vous avez la même chose là en ce moment. Et je signale que je suis un des rares lanceurs d'alerte à ne pas avoir récupéré ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube a été supprimée le 29 juillet 2020. T'as fait la demande de récupérer? Bien sûr, j'ai fait. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai. Hein. Bien sûr. Chloé Framery, François, oui. Sylvano Trotta, Salim Laibi, Amélie Paul, etc. Tous ces gens-là ont récupéré leur chaîne YouTube. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas récupérée? Pour 2 raisons. La première, c'est que moi, j'ai perdu ma chaîne YouTube sous le régime de Trump. Tous les autres qui ont perdu leur chaîne, c'était sous Biden. Et l'administration Trump a dit... Tous ceux qui ont perdu leur chaîne sous l'administration Biden, ils vont la récupérer. Mais moi, malheureusement, comme j'étais le premier à dénoncer, enfin j'étais parmi les premiers à dénoncer, j'ai perdu ma chaîne YouTube avec 235 000 abonnés, 13 millions et demi de vues en 5 mois. J'ai perdu tout ça en juillet 2020. Ah oui. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'ai des gens qui, par hasard, m'ont dit « Mais nous, on a un contact avec la direction générale de YouTube France. Veux-tu qu'on se renseigne sur ton cas ?» J'ai dit « Oui, ça m'intéresse, évidemment. » Donc, c'est remonté jusqu'à la directrice générale de YouTube France. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une femme. Et le diagnostic, c'est que je suis blacklisté à vie. Et la raison pour laquelle je suis blacklisté à vie, c'est parce que je fais preuve de trop d'anticipation, de pouvoir d'anticipation. C'est vrai qu'en 2020, en février, mars 2020, j'avais déjà annoncé ce qui allait se passer en 2021, 2022, 2023, parce que j'avais vécu la crise H1N1. Et donc, pour moi, ce n'était qu'une répétition de ce que j'avais déjà vécu et de ce que j'avais déjà combattu. Mais ce qui leur fait peur, c'est des gens qui sont capables qui anticipent trop loin. De cibler trop loin et de discerner quel va être le but ultime. Tu sais, c'est quand même en mars 2020 que j'ai dit, vous allez voir, cette crise va masquer et va camoufler un hold-up financier des classes moyennes. Il n'y avait pas beaucoup qui disaient ça en mars 2020. On s'en est rendu compte beaucoup plus tard. En mars 2020, j'avais aussi annoncé qu'il y aurait une vaccination obligatoire sans laquelle on ne pourrait plus se déplacer, etc. Tout ça c'est documenté parce que j'ai encore tous les enregistrements de mes vidéos. J'ai dit ça en mars, avril 2020. Donc j'étais trop voyant par anticipation de la stratégie à long terme. Et donc, je suis blacklisté. On ne t'entendra plus sur YouTube, à part sur d'autres chaînes, mais en tout cas pas sur la tienne. J'ai le droit d'être interviewé sur d'autres chaînes, et d'ailleurs, vous n'avez jamais été striké avec des interviews, et personne qui m'a interviewé sur YouTube n'a été striké, mais moi, j'ai essayé de recréer plusieurs fois des chaînes YouTube. Après 3 semaines, je suis dézingué, quoi. Oui, dès qu'ils repèrent que c'est toi. Alors du coup, comment faire? Parce que du coup, si l'objectif c'est d'informer, par exemple quelqu'un comme toi qui est blacklisté, ou un autre, d'autres gens, d'autres citoyens aussi, parfois sont shadowbannés, strikés, etc. Comment on fait pour contourner cette censure? Je dirais... Le magazine... Alors, il y a le papier, c'est vrai. Voilà, le magazine, c'est une chose. Moi, j'ai créé une chaîne privée sur laquelle j'ai recueilli 80 000 personnes qui se sont abonnées et où les gens peuvent encore s'abonner sur la chaîne privée. Comment on accède à cette chaîne, d'ailleurs? On mettra sous la vidéo... On mettra le lien. Le lien. Donc, c'est pas sur une plateforme? Non, c'est ta plateforme à toi. C'est une plateforme commerciale que je paye. C'est une plateforme d'hébergement de vidéos. Normalement, c'est une plateforme au départ qui est faite pour héberger des vidéos de formation. Ah, mais je me souviens, tu avais parlé de cette plateforme. C'est Kajabi. Ah non, c'est une plateforme Kajabi. Tu avais lancé une autre plateforme qui, pendant un temps. Oui, qui était Solidarita. Voilà, Solidarita, pour contourner la censure. Mais même Solidarita, c'était des serveurs que j'avais placés dans différents pays du monde. Et ça coûtait très très cher, tu Oui, exactement. Oui.
Mais donc, il y a d'autres façons de... Mais comme quoi, voilà, tu t'es mis en mouvement, tu as essayé, ça fait partie de ce genre d'objectif qu'on peut se fixer. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire qui est 100% sous notre contrôle, c'est de recréer des liens de solidarité, des liens d'entraide, des liens de bienveillance. Chose que je dis et que je répète de plus en plus, je dis, une des choses qui fait le plus plaisir aux ingénieurs sociaux et à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, comme je les ai appelés pendant plusieurs années, ce qui fait le plus plaisir, c'est quand nous ne sommes plus bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Donc, redire bonjour, redire merci, redire se sourire les uns les autres entre êtres humains, même si on ne se connaît pas, dire bonjour lorsqu'on rentre, lorsqu'on monte dans un taxi, dire bonjour lorsqu'on monte dans un autobus, ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont 100% sous notre contrôle, mais ça peut changer fondamentalement les choses et l'ambiance dans laquelle on vit. Moi, et ça, c'est à la portée de tout le monde. En plus, faire du bien autour de soi, c'est sous notre contrôle. Personne ne nous en empêche. Exactement. C'est vrai. Donc, personne ne peut m'empêcher de sourire aux chauffeurs d'autobus, parce que j'ai pris, ces derniers jours, j'étais à Paris, j'ai pris énormément de fois le tram, l'autobus, bon, le métro, on ne voit jamais le chauffeur, mais pour l'autobus et le tram, on peut voir les gens, les saluer, leur sourire, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont en train de, je dirais, de freiner le déferlement du totalitarisme. Et ça, on n'y pense pas. Et pire, on constate le contraire, c'est que à force que les gens sont acculés, soumis à cette violence systémique, un travail qui ne rapporte pas beaucoup pour beaucoup de Français, un pouvoir d'achat qui diminue, une peur de l'avenir, etc. Tout ce stress qui s'accumule fait que, très généralement, les gens se parlent mal. Oui. Parce qu'il faut bien que cette violence s'extériorise quelque part. C'est ça. Donc ça va être ça va être des divisions, ça va être un peu de violence intrafamiliale ou dans la rue. Ça va être beaucoup de tensions dans les échanges, même entre parfois des gens qui sont d'accord, qui vont pas se comprendre sur un détail. Et finalement, les gens tombent dans ce piège de... j'ai cette image d'un court-métrage qui a fait un carton sur les réseaux, je ne sais pas si vous retrouverez. Il matérialise toutes ces tensions et ce stress et ces méchancetés par une petite boule noire, et les gens se l'échangent sans s'en rendre compte toute la journée. Ça part de quelqu'un qui vous fait une queue de poisson en voiture, ou qui vous bouscule dans la rue, qui vous parle mal, puis vous avez cette petite boule. Chacun se donne cette petite boule noire toute la journée sans se rendre compte qu'en fait on est en train de véhiculer les uns les autres, on est des vecteurs de ce négatif, jusqu'au moment où il y a un des types qui casse cette boucle et qui décide de la garder. Et de ne pas la retransmettre. Et donc, c'est transformer le truc. Comment faire pour transformer ce négatif, même si j'ai pas envie d'être manichéen, mais ce qui rabaisse nos vibrations, ce qui nous stresse, et pour éviter de se le retransmettre horizontalement. Alors, c'est important, effectivement, d'avoir cette hygiène émotionnelle qui est de ne pas se laisser envahir par les émotions. Alors, il y a quelque chose que j'enseigne depuis plus de 35 ans maintenant, c'est de dire changez d'abord votre vocabulaire vis-à-vis des émotions. Les émotions négatives et les émotions positives, ça n'existe pas. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Rien que ça peut changer déjà notre perception des choses. Parce qu'en réalité, toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, ont une utilité. Et quelle est cette utilité ? C'est une utilité d'indicateur. Oui, c'est vrai. Quand j'ai une émotion de colère, ça me dit que probablement mon besoin de justice, de justesse, mon besoin d'équité, mon besoin de respect des engagements, etc., est bafoué. Ma tristesse. Pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse ? Je ressens de la tristesse très souvent parce que mon besoin de connexion, mon besoin de relation, mon besoin de communication, mon besoin d'amour n'est plus satisfait. La peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Mais c'est pour m'avertir que mon besoin de sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, sécurité psychique n'est pas satisfait. Etc., etc. Pourquoi est-ce que j'ai de la joie ? C'est pour m'indiquer que mon besoin de connexion est satisfait, etc. Donc,
ce serait complètement idiot de continuer à dire « Oh là là, je ressens des émotions négatives », alors Et qu'en fait, ce sont des indicateurs sur le tableau de bord de notre voiture. Et souvent, dans nos milieux de l'information alternative, on va traiter beaucoup d'informations anxiogènes. Il y a beaucoup qui vont dire « Ah, faut éviter la colère, faut éviter ci, faut éviter ça ». Alors que finalement, c'est intéressant de le voir comme des indicateurs parce que ça les légitime pour ce qu'elles sont. Par contre, c'est ce qu'on en fait qui est important. Alors donc ça, c'est la première étape. C'est changer son regard sur les émotions. Je donne à mes étudiants, je donne une petite histoire imaginaire. Je leur dis, imaginez que je suis en train de dormir dans une maison communautaire, donc on est plusieurs colocataires, et à un moment donné, quelqu'un, en pleine nuit, vient me secouer alors que je suis dans mon lit, profondément endormi, en train de rêver, etc. Et quelqu'un me dit, Jean-Jacques, réveille-toi, lève-toi. Oh, laissez-moi, j'ai sommeil, je suis fatigué, etc. Jean-Jacques, réveille-toi! Oh, mais foutez-moi la paix, etc. Jean-Jacques, réveille-toi, il y a un incendie dans la maison. Bon, voilà. Mais en fait, le Jean-Jacques, réveille-toi, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui dit, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Tes besoins fondamentaux ne sont plus satisfaits, réveille-toi. Mais au départ, on ne les écoute pas. Alors, moins on les écoute, évidemment, plus l'émotion va devenir grande, parce que son rôle à elle, c'est de prendre soin de nous, c'est de nous avertir qu'un de nos besoins est complètement en déséquilibre à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons des émotions de plus en plus fortes, c'est parce que nous avons négligé de poser des actes pour rééquilibrer et rétablir l'équilibre de nos besoins, tout simplement. Et donc, finalement, je vais être plein de gratitude vis-à-vis de la personne qui m'a réveillé parce que ça m'a permis d'échapper à l'incendie. Mais ce que nous faisons vis-à-vis des émotions, c'est très souvent dire « Oh, mais fous-moi la paix, mais tais-toi ». Et on va même prendre des antidépresseurs. C'est là où je suis en total désaccord avec la stratégie de Big Pharma et la stratégie de la psychiatrie ou de la psychologie, parce que les psychologues professionnels ont appris simplement à prescrire des antidépresseurs, c'est-à-dire des gens qui vont étouffer le signal qui nous dit que quelque chose ne va pas bien dans notre vie. C'est un peu comme si, au niveau d'une voiture, parce que c'est une image aussi que je donne très souvent, les émotions, c'est un peu les voyants lumineux sur le tableau de bord. Les besoins, c'est les besoins de la voiture, les besoins de carburant, les besoins d'huile, les besoins d'électricité, etc., etc. Et quand un des besoins commence à ne plus être satisfait, il va y avoir un indicateur qui va s'allumer. Et souvent, on prend ces indicateurs beaucoup plus au sérieux que les nôtres. Exactement. On s'occupe beaucoup plus de nos véhicules, de nos voitures, que de notre propre véhicule humain. Et que dirais-tu d'un garagiste chez qui tu vas en disant « Monsieur le garagiste, j'ai un indicateur rouge qui s'est allumé, ne vous en faites pas ». Il dévisse l'indicateur et il dit « Vous pouvez rouler, ça y est, il n'y a plus d'indication ». Non, on ne va pas le faire. Avec une voiture, on ne le fait pas. Mais avec nos corps humains, on le fait. On le fait. On étouffe les symptômes émotionnels, mais les symptômes physiques aussi. J'ai mal de tête, je vais prendre une aspirine, je vais prendre un Doliprane, etc. Mais merde, qu'est-ce que ton mal de tête est en train de te dire au niveau d'un déséquilibre qui est en train de s'installer dans ton corps, sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental ou sur le plan spirituel. Et c'est ça que peu de gens ont vraiment appris à faire dans leur existence, c'est de prendre au sérieux les indicateurs, c'est-à-dire les sensations physiques, les sensations émotionnelles, les sensations spirituelles, et de dire « Ok, c'est quoi le déséquilibre dans ma vie et qu'est-ce que j'en fais ?» Bon, rien que ça résout déjà 50% de la problématique. Ce serait déjà une révolution, ça. Oui. Alors, l'autre chose, évidemment, ce serait de ne pas lutter contre l'émotion, parce que comme je l'ai dit précédemment, plus je vais repousser l'émotion, plus l'émotion va se manifester de façon intense. Ce qui fait qu'à un moment donné, je vais faire des crises de colère, je vais faire des crises de panique, je vais faire des crises de larmes, etc. Parce que j'aurai tellement poussé sur l'émotion que l'émotion, elle doit nous prévenir.
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me rends compte, après 6 ans de Covid, ou après 6 ans de crise permanente, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en train d'avoir des problèmes de santé mentale. Mais ces problèmes de santé mentale viennent du fait qu'elles n'ont pas appris à gérer leurs émotions, tout simplement. Et donc, à un moment donné, il y a une dégradation, il y a une pollution du mental et de la psyché, parce qu'il y a une trop grande intensité des émotions qui sont mal gérées ou qui ne sont pas gérées du tout ou qui sont refoulées à coups d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. Donc ça c'est vraiment important. Mais je dirais, se reconnecter à son corps, mais se reconnecter avec la nature aussi. Et si on n'a pas l'occasion de se reconnecter avec la nature, mais même si on vit en ville, allez marcher. Faites le tour du pâté de maison, mais marchez en conscience et offrez à la terre vos émotions de colère, de tristesse, de découragement, etc. En remerciant vos émotions en plus d'être là pour vous dire, écoute, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre vie ou dans la vie collective en général. Ça peut être quelque chose. Mais après, moi je dirais, regardez comment vous pourriez être au service d'autres personnes. Pour moi, ça, c'est une clé. Il y a énormément de personnes qui racontent dans leur existence qu'elles étaient en dépression et que pour sortir de leur dépression, elles se sont mises au service bénévole d'autres personnes. Elles ont fait du bénévolat, tout simplement. Et ça, je pense que dans notre société, on a énormément besoin d'hommes et de femmes de bonne volonté qui seraient prêts à donner quelques heures de leur temps. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte avant de faire l'expérience, c'est qu'en faisant du bénévolat, ils sont en train de se guérir eux-mêmes de tout le stress et de toute la dégradation mentale et de toute la détériorisation de leur santé mentale provoquée par ce que nous vivons. Mais en faisant quelque chose qui a du sens, parce que les gens aujourd'hui bossent dans des boulots qui n'ont plus de sens. Oui, exact. Ça, trouver du sens, là, ça peut aider. Ah oui, ça peut aider. Ça peut aider. Donc, s'il y a des gens qui se sentent appelés à être bénévoles dans les restos du cœur ici en France, ben allez-y, faites ça. Il y a plein d'initiatives. Parfois aider ses proches aussi. Oui, aider ses proches. Aller donner un coup de main pour un déménagement. Quand j'étais jeune, le nombre de déménagements que j'ai fait pour les copains, etc. Mais tout ça, ce sont des choses qui font que on est en train de reconstruire un tissu social et un tissu relationnel nourrissant, supportant, bienveillant, d'entraide et de solidarité. Et ça, à mon avis, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire pour que le système s'effondre de lui-même. Nous ne ferons pas s'effondrer le système. Ça, je l'ai déjà répété au 25e anniversaire de Nexus. Nous ne gagnerons pas sur leur terrain. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de terrain. Et faire un pas de côté. Voilà, faire un pas de côté et de construire la société de demain à laquelle nous aspirons en faisant des petites communautés locales. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait faire des communautés de vie ensemble. Non, c'est des communautés de quartier où on va se mettre ensemble pour faire des projets qui ont du sens et qui redonnent une qualité de vie aux enfants, aux aînés, aux adultes, où il y a une solidarité, où on se donne des coups de main pour garder les enfants lorsqu'on doit aller faire une course, etc. C'est ce genre de choses qui est ce qui fait le plus peur aux ingénieurs sociaux et à ceux qui veulent instaurer un régime totalitaire. Jacques Attali le disait, j'ai du mal à le croire, on a retrouvé la séquence, on l'a diffusée dans un précédent NRA. Ce qui fait le plus peur au capitalisme, ce sont les repas familiaux. Oui. C'est ce qu'il y a de plus subversif. Il dit à ce moment-là, vous êtes improductif pour le capital, vous échangez des idées, vous êtes hors système. Oui. Et c'est pour ça, et d'ailleurs il le dit comme ça, qu'ils ont tout fait pour réduire le temps de repas. Vous n'avez plus le temps de discuter, de vous réunir. Oui. Et c'est vrai que se réunir, avoir des moments de convivialité, discuter, débattre, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins prendre ce temps hors du système marchand. Ça, c'est vrai que c'est assez subversif. Et se mettre en mouvement, d'ailleurs, on voit, tout est fait pour nous sidérer.
les informations vont de plus en plus vite, l'une chasse l'autre, les événements mondiaux sont de plus en plus spectaculaires et saisissants d'horreur pour nous sidérer. C'est tout ce qu'il faut pour ne pas se mettre en mouvement finalement. Alors, ce que tu soulignes, je pense que c'est important de faire un commentaire dessus aussi, parce que au niveau de l'information que je consomme, là aussi, il y a une question à se poser. Et cette question, pour moi, elle est fondamentale. C'est l'information qu'on vient de me donner, par exemple, l'Iran est en guerre avec les États-Unis et Israël. Je donne un exemple tout à fait au hasard, évidemment. Et on peut se demander, OK, qu'est-ce qui est 100% sous mon contrôle dans cette affaire ? Ah bah, il n'y a pas grand-chose. 0,0001. En fait, il n'y a quasiment rien. Quasiment. Donc, quelle est la plus-value pour moi, pour ma vie ou pour la vie de la communauté à laquelle j'appartiens, de me tenir informé 24 heures sur 24 aux médias d'information en continu. En fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, la surconsommation, l'infobésité. Voilà, l'infobésité. C'est une question qu'on se pose souvent, même au sein de Nexus, dans la rédac, c'est est-ce qu'on continue de parler de ces sujets ? En même temps, on se dit, c'est important de se tenir informé. Et puis parfois, on se dit, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Il y a une vraie question d'éthique et d'équilibre. Où est-ce que l'équilibre se situe ? Parce qu'il ne faut pas ne plus informer, et en même temps, l'infobésité fait du mal. Alors, moi, je me suis posé aussi la question pour moi-même. C'est la raison pour laquelle, en septembre 2022, après avoir fait 144 émissions des conversations du lundi, j'ai annoncé à ma communauté, je dis, écoutez, j'ai besoin de prendre du recul pour me recentrer. Et ça, c'est aussi un élément important que tout le monde pourrait faire à un moment donné, de dire, je fais un jeûne médiatique, par exemple, où j'arrête de faire ce que je faisais pour quelques mois, le temps de me recentrer et de dire, est-ce que c'est encore la chose la plus pertinente à faire, qui est 100% sous mon contrôle, par rapport à ce qu'on est en train de vivre collectivement. Et donc, pendant une année complète, je n'ai pas été présent sur les réseaux sociaux. Jusque septembre 2023. En septembre 2023, j'ai relancé une autre initiative qui était Déchirer les voiles, où j'ai fait 85 émissions. Et à un moment donné, j'ai dit, je pense que là, ce n'est plus très utile ce que je suis en train de faire, parce que je suis trop calé sur l'actualité, sur le fait de commenter l'actualité, etc. Donc, je cherche quelque chose d'autre. Et là, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de donner de plus en plus aux gens des outils qui leur permettent de décrypter eux-mêmes le réel. C'est de la méta-information. C'est ça, c'est faire de la méta-information. Essentiel News avec Senta de Peut à ce projet. Ils le disent de façon très explicite. Ils disent c'est l'info derrière l'info. Et je pense que effectivement, j'ai réduit beaucoup mon temps d'écoute d'un certain nombre d'informations et je vais privilégier actuellement, là c'est moi, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça, moi j'ai privilégié de plus en plus des sources d'informations qui me permettent de mettre ce qu'on vit actuellement, dans l'instant, en perspective historique et en perspective globale. C'est-à-dire qu'en fait, je vais élargir le spectre géographique, c'est-à-dire je ne vais pas me focaliser sur juste l'Iran, Israël et les États-Unis. Je vais dire, tiens, est-ce qu'il y a moyen de trouver des gens qui vont me donner une vision mondiale des enjeux de ce qui est en train de se passer au niveau de l'Iran et d'Israël, etc. Donc ça, c'est un élargissement sur le plan géographique. On peut aussi élargir sur le plan temporel. Moi, ça m'a été très utile lorsqu'il y a eu l'invasion, entre guillemets, de l'Ukraine par la Russie. Ce qui m'a été très utile, c'est d'écouter quelques personnes
qui m'ont fait l'historique de ce qui s'était passé depuis la chute du rideau de fer, la chute de l'URSS en 91, les engagements que l'OTAN avait pris de ne pas s'expanser vers l'Est, etc. Le coup d'État de 2014 fomenté par la CIA, la trahison de Hollande et de Angela Merkel vis-à-vis des accords de Minsk, etc., etc. Toute la toute la persécution des populations russophones par le pouvoir central à partir de 2014. Et quels étaient les enjeux et quels étaient les projets de l'OTAN du bloc de l'Ouest vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis donc de la Russie, etc. Plus la présence des biolaboratoires américains qui avaient été déplacés des États-Unis vers l'Ukraine, etc. Plus le fait que l'Ukraine était une plaque tournante du blanchiment d'argent, plus le fait que l'Ukraine était une plaque tournante du trafic d'êtres humains et du trafic d'organes, etc. Mais une fois que j'ai ça, j'ai pas besoin de multiplier les émissions où je vais écouter. J'ai compris l'essence du problème. Et je viens de le résumer en 5 minutes d'ailleurs. Et je dirais que depuis 2022, j'ai vraiment pas appris quelque chose de vraiment nouveau à propos de l'Ukraine. Donc, c'est là où je pense que nous avons tout un travail à faire de dire, allons essayer d'élargir notre perspective sur le plan géographique, sur le plan chronologique, et parfois il faut remonter jusqu'en 1896 pour comprendre la création de l'État d'Israël, par exemple, parce que c'est les prémices de la construction d'Israël datent de 1896, et puis de la déclaration de Balfour, etc., etc. Donc en fait, on va regarder la ligne temporelle. Et il y a un troisième élargissement qu'on peut faire aussi, c'est un élargissement que je qualifierais d'épistémologique, c'est-à-dire ou de transdisciplinaire, c'est-à-dire de regarder les choses pas seulement d'un point de vue géopolitique, par exemple, si je reprends l'Iran, mais on peut regarder aussi ça d'un point de vue énergétique, d'un point de vue financier, d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue du sionisme, d'un point de vue etc., etc. Et je me suis amusé lorsqu'il y a eu cette attaque de l'Iran, attaque conjointe par Israël et les États-Unis, avec la réponse 3 heures plus tard de l'Iran, je me suis amusé à écouter 12 commentateurs différents dans les 72 heures qui ont suivi. Et j'ai trouvé très intéressant d'entendre que chacun avait un point de vue différent. Tous les points de vue, sans exception, me paraissaient faire du sens. Mais ce qui est intéressant, c'est de réunir toutes ces approches et de les maintenir à l'intérieur de soi, ce qui fait que je n'ai aucune conclusion de ce qui est en train vraiment de se passer en Iran et de quelle est véritablement la position ou la politique de Trump. Je n'en sais absolument rien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'écoute Catherine Austin Fitts, qui est une grande spécialiste de la finance, elle a travaillé pour la Maison Blanche, etc., et elle dit, ce qui est en train de se jouer à travers cette guerre de l'Iran, c'est quelque chose où on va priver les États occidentaux de l'énergie, qui va donc priver ces États du pétrole nécessaire pour cultiver, etc., et peut-être de préparer une famine pour l'automne prochain. Intéressant, parce qu'il n'y a personne d'autre qui nous a parlé des conséquences en termes de famine pour l'automne 2026 de la guerre en Iran. Mais en réalité, c'est peut-être un des éléments qui fait partie du plan. Mais il y en a d'autres qui disent ouais, mais peut-être que Trump est allié secrètement avec l'Iran pour se débarrasser de l'État d'Israël, mais aussi pour se débarrasser de toutes les bases américaines qui emmerdent Trump dans les pays du Golfe et où Trump veut se désengager, etc. Tu vois ? Donc, moi, je plaide pour qu'on ait un élargissement de nos points de vue sur le plan géographique, sur le plan chronologique et sur le plan disciplinaire, donc transdisciplinaire. Et avec ça, ça nous permet de ne pas tirer de conclusion, mais de dire, OK,
je maintiens tout ça en moi et je suis un spectateur attentif de ce qui est en train de se passer. Mais du coup, je ne suis plus ballotté par les informations qui viennent tous les jours me dire « Oh, il y a encore eu autant de morts ». Oui, mais ça ne m'apporte absolument rien sur la compréhension des choses. Oui, et de savoir qui a raison, qui a tort, pointer du doigt. Et puis ça crée de la division. Et ça crée de la division. Pro-Trump, anti-Trump. Voilà. C'est vrai. Et ça empêche de se mettre véritablement en mouvement. C'est très intéressant. Je suis content d'avoir abordé ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelques mots avant de conclure cet entretien sur cette thématique des besoins, cette thématique de l'actualité, cette thématique de nos responsabilités. Mais oui, il y a peut-être encore une chose importante autour de la thématique des besoins et je vais lier ça avec la thématique des valeurs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui nous déstabilise le plus? C'est que beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes dans la population se sont très souvent reposés sur des repères extérieurs à elles. Il y avait l'État qui me garantissait certaines choses, il y avait la télévision qui me garantissait certaines choses, il y avait ma famille qui me garantissait certaines choses, etc. C'est-à-dire que tous nos repères et notre stabilité reposaient sur des repères extérieurs. Et les caractéristiques de notre époque depuis 2020, c'est que les repères extérieurs sont en train d'exploser. Bon, mais c'est pas nouveau, je dirais, depuis 1960, depuis la révolution à l'intérieur de l'Église catholique, avec Vatican II, etc., il y a des repères religieux qui ont explosé en vol. Après, il y a les repères économiques qui ont explosé en vol parce qu'il y a eu de plus en plus... moi, j'ai connu les chocs pétroliers de 73 et 79. Bon, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu étais peut-être trop jeune à ce moment-là. J'étais pas né, encore. J'étais pas né en 73. Bon, mais moi, j'ai connu les dimanches sans voiture en Belgique où on allait faire du vélo sur les autoroutes de Belgique parce qu'il n'y avait aucune voiture qui circulait le dimanche. Voilà, c'était les mesures qui avaient été mises en place parce qu'il y avait eu le premier choc pétrolier de 73. Oui, c'était très drôle d'ailleurs d'aller faire du vélo sur l'autoroute. Moi, j'ai un très très bon souvenir de ça, j'avais 12 ans. Alors, tu vois, donc c'est pas nouveau que la déstabilisation de la population se fait par la déstabilisation des repères extérieurs. Et plus nous sommes déstabilisés, et ça Naomi Klein l'a explicité, mais aussi Ariane Bioran et d'autres ont explicité le fait que plus nous sommes déstabilisés, plus nous sommes manipulables. Ouais, d'où l'importance et je dirais l'urgence de retrouver de nouveaux repères, mais cette fois-ci à l'intérieur de nous. Parce que c'est la seule manière dont nous allons pouvoir continuer à traverser la crise, parce que la crise est loin d'être terminée, et on a maintenant une multicrise, puisqu'on a une crise économique, peut-être qu'on va avoir une crise alimentaire dans quelques mois, il y a une crise de l'énergie, etc. Enfin bon, il y a plein de choses qui encore risquent de nous tomber sur la figure. Donc si je ne suis pas capable de retrouver à l'intérieur de moi des repères solides sur lesquels je peux me reposer. Et c'est quoi ces repères solides? Moi, j'appelle ça mes valeurs fondamentales. Quelles sont les valeurs qui donnent du sens à ma propre existence? Toi, par exemple, quelles sont tes valeurs? Alors, je suis influencé par Platon à ce niveau-là, puisque j'ai fait des études en philo. Platon disait qu'il y a 3 valeurs fondamentales pour l'être humain et pour l'humanité. C'est le bon, le beau et le vrai. Rien qu'avec ça, on peut déjà aller très loin. Oui. C'est-à-dire que chaque fois que j'agis, parce que en fait c'est là où je vais revenir à mes besoins, c'est la manière dont je vais satisfaire mes besoins va être déterminée par les valeurs qui sont les miennes. Oui. Parce que si je crève de faim, bon, là j'ai besoin de manger. Si j'ai une valeur d'honnêteté, je ne vais pas aller voler un légume ou un fruit dans un magasin. Parce que ma valeur va me dire « ne te comporte pas comme ça ». Donc, en fait, il y a un lien entre les valeurs, les comportements et les besoins. Tu vois ? D'accord. Donc, si mes valeurs sont le bon, le beau et le vrai, je vais donc choisir les comportements que je vais poser de telle sorte que je respecte en permanence ces 3 valeurs.
Donc, est-ce que ce que je fais avec toi pour l'instant, c'est bon? Est-ce que le discours que je tiens va faire du bien aux personnes qui sont en train de nous écouter? Et donc ça, c'est quelque chose qui est présent dans mon esprit chaque fois que je prends la parole en public. D'accord. C'est est-ce que je peux générer un sentiment de bon, de bonté, de bien, d'ouverture du cœur lorsque je parle? Ça, c'est ma responsabilité, 100% sous mon contrôle d'ailleurs. Oui. Hein, l'impact, c'est 0% sous mon contrôle, mais 100% sous mon contrôle, c'est la manière dont je vais parler. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est beau? Et donc là, je me rends compte que l'art, la musique, etc., sont en train de dégénérer complètement pour nous habituer de plus en plus à admirer des choses qui sont laides, mais qui sont affreuses. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. Et donc, m'entourer, ne fût-ce que dans ma maison, d'avoir quelque chose, et il n'y a pas besoin d'être riche pour ça. On peut simplement veiller à ce que notre environnement de vie soit beau. Et parfois, ma fille qui n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant, elle a été chercher des fresques qui se collent au mur pour embellir sa maison. Et sa maison est devenue magnifique, ça lui a coûté quelques dizaines de dollars. Mais elle a eu et elle met de l'ordre dans sa maison de façon régulière pour qu'elle soit dans un environnement de beauté. Écouter de la belle musique, pour moi, c'est quelque chose qui me permet aussi de traverser cette crise que nous vivons depuis 2020. Tu sais qu'en 2020, je n'ai regardé que des films comiques. Je me suis refarci tous les films de De Funès, de Bourvil, etc. Ça fait du bien, c'est vrai. Parce que c'était insupportable. Donc, est-ce que je fais du bien? Est-ce que je fais du beau? Et est-ce que je suis au service du vrai? Voilà. Et donc, le vrai, c'est quoi? C'est de dire la vérité, c'est de dire ma vérité. Quand je suis en colère, je vais dire que je suis en colère, c'est être dans la vérité. Si j'apprécie quelque chose chez toi, je vais te dire j'apprécie la manière dont tu as mené cette interview. Si je trouve qu'il y a des choses qui sont inadaptées dans ton comportement, et on a déjà eu des conversations privées, toi et moi, où je t'ai dit des choses qui n'étaient peut-être pas agréables à entendre, mais qui étaient... Oh, moi, c'était très agréable. Mais qui étaient au service de quelque chose. Donc, la vérité, c'est aussi d'avoir le courage de dire à l'autre, écoute, là, je pose ma limite parce que c'est quelque chose qui est inacceptable pour moi. Donc, voilà. Mais à chacun de trouver ses propres valeurs et de dire, voilà, ça va être mon repère à partir de maintenant. Je n'attends plus de l'extérieur de me donner des points de repère parce que c'est trop mouvant. Mais si je veux tenir le coup, il faut que je revienne au centre de la roue, finalement. Hein. Le moyeu de la roue, hein, c'est un proverbe chinois qui dit que le moyeu de la roue est immobile. Et plus le moyeu de la roue est immobile, plus les rayons de la roue peuvent tourner vite sans difficulté. C'est intéressant. Pas se laisser embarquer par les rayons de cette grande roue, hein, ce grand théâtre qui nous embarque à toute vitesse. Rester au moyeu de la roue, exactement. Voilà ce que j'avais encore envie de partager aujourd'hui avec vous. Eh ben, merci infiniment, parce que je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de revenir à ce centre pour chacun, à ses besoins, à ses valeurs, pour éviter, au gré de toutes ces instabilités, de tous ces événements qu'on veut nous matraquer, nous projeter dans des écrans pour nous sidérer. Revenir au centre nous permet de se remettre dans l'action finalement et d'agir encore mieux pour notre but collectif qui est de vivre en harmonie, hein, j'imagine. Parce que l'être humain est un animal social, donc nous ne pourrons pas faire l'économie d'être en relation les uns avec les autres. Eh ben, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent approfondir j'imagine tu as un site, une plateforme. J'ai un site internet qui est jean-jacques-crèvecoeur.com et là-dessus, on peut trouver les réseaux sociaux sur lesquels je me trouve, mais ne me cherchez pas sur YouTube. Je ne m'y trouve pas, mais je me trouve sur Facebook, je me trouve sur Instagram, je me trouve sur TikTok, sur Telegram, etc., sur Odyssée aussi, et j'ai pas mal de followers sur ces chaînes-là quand même, donc on continue. Eh ben, n'hésitez pas à retrouver Jean-Jacques Crèvecoeur sur ses plateformes et sur son site. On mettra tous les liens dans la description. N'hésitez pas à nous retrouver également en kiosque et sur nexus.fr. Et si vous voulez vous mettre en mouvement
et sortir de la sidération et de cette infobésité. Vous pouvez nous retrouver pour le premier festival Nexus les 27 et 28 juin prochains. Je vous garantis que le programme est inédit et vous ne serez pas déçus. Le lien de la billetterie est dans la description. Merci infiniment Jean-Jacques pour ton temps et ton partage. Merci Marc, ce fut à nouveau un grand plaisir. Partagez. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très bonne soirée et à très bientôt.